Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Vous écoutez les podcasts Human Coders. Dans chaque épisode, j'invite un ou une développeuse pour parler de techno, de pratiques de développement ou bien tout simplement de sujets en lien avec l'informatique. Au programme également des parcours de dev qui j'espère vous inspireront. Alors aujourd'hui, je suis avec Romain Cresté et dans cet épisode, il raconte comment il est devenu développeur après avoir découvert la programmation dans son premier boulot de calculateur chez Dassault. Avec Romain, on a aussi parlé de bore-out, du syndrome de l'imposteur et puis de son expérience de développeur freelance. Je vous laisse découvrir son parcours. Bonjour Romain. Bonjour. Alors ma première question Romain, c'est est-ce que tu peux te présenter ? Oui, je m'appelle Romain Cresté. Je suis développeur freelance depuis 2 ans et demi, développeur web front-end principalement. Et voilà, je travaille pour tout type de clients, des agences de prestat, des clients solo ou des boîtes classiques qui ont besoin de développement. Et du coup, pourquoi tu as décidé il y a 2 ans de sauter le pas et de quitter ta boîte et de passer freelance ? Alors, j'ai changé de vie, non pas il y a 2 ans, mais plutôt il y a 5 ans maintenant. Parce que, en fait, à la base, j'ai un parcours, mon parcours universitaire, c'est classique, prépa, école d'ingénieur, comme il y a plein de gens qui font. Et moi, en fait, je m'étais à la base orienté vers la mécanique des structures. Donc j'ai commencé ma carrière comme ça il y a maintenant bientôt 10 ans et je commençais à bosser pour un sous-traitant de Dassault Aviation, donc à Mérignac vers Bordeaux. Et je faisais pas du tout du web au début, j'étais vraiment dans l'ingénierie industrielle classique, je faisais des calculs, ce qu'on appelle des calculs éléments finis. Les raisons de mon changement de vie, en fait, il faut comprendre ce que je faisais à l'époque. J'étais sous-traitant chez Dassault. Le travail que je faisais plus précisément, moi j'étais donc ce qu'on appelait calculateur de structure. Et mon travail consistait à prendre une structure. Donc chez Dassault, c'était des fuselages et des voilures d'avions et de la découper en petits morceaux. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les éléments finis. Donc on a des logiciels qui font ça, ce qu'on appelle des mailleurs. On les découpe en petits morceaux et on met des contraintes. On définit les matériaux, on définit les liens entre les éléments et on met des charges à certains endroits et on voit comment la structure se déforme et du coup ça nous permet d'extraire des déplacements, des déformations, etc., etc. Mais voilà, donc on découpe, on lance des calculs, on demande à une machine de faire des calculs, on reçoit tout un tas de résultats dans un fichier et après on doit extraire les résultats, faire des courbes, faire des rapports de calcul, etc., etc. Donc ça, c'était mon métier. Et le truc, c'est que ces fichiers de résultats à traiter, ils sont énormes. Mais à la main, c'est un peu long. Donc il y avait quelques petites routines en Fortran à l'époque qui servait à extraire les résultats, mais c'était très léger, c'était pas suffisant. Enfin, il y avait quand même beaucoup de choses à faire à la main. Moi, ça m'a vite gonflé, en fait. Et à l'époque, j'étais pas du tout encore développeur, hein. Dans mon esprit, j'étais juste calculateur. J'avais principalement des choses à faire en termes de mécanique, donc inverser des matrices et des choses comme ça. J'étais pas dans l'esprit développement. Et je me suis mis à comme ça, parce que je me suis rendu compte que c'était pénible de faire du post-traitement à la main. Je me suis mis à étudier le code Fortran et me dire comment je pourrais faire pour que ce soit moins pénible et plus automatiser le truc. Et j'ai commencé comme ça. Et en fait, j'ai fini à la fin à avoir, après quelques mois de boulot, à avoir toute une chaîne de calcul où j'avais plus rien à faire. Et en gros, je m'étais auto-rendu inutile parce que j'avais plus qu'à appuyer sur 2 boutons, en gros, et ça me générait toutes mes courbes automatiquement et j'avais plus qu'à faire le travail d'analyse, donc lire la courbe et dire là ça va pas, et écrire un rapport. Mais ça, c'était, j'avais peut-être divisé par 5 ou 10 le temps que je mettais à faire cette tâche-là, quoi. Et je me suis retrouvé sans travail. Et j'ai fait ce qu'on appelle, ce qui est pas très connu, mais j'ai fait ce qu'on appelle un bore-out. C'est un peu l'inverse du burn-out. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Si, bore-out, c'est quand on s'ennuie, en fait. Exactement. Et en fait, c'est pas très, c'est comme le burn-out il y a quelques années, c'était un truc, les gens disaient, ouais, ça n'existe pas. Et en fait, le bore-out aujourd'hui, c'est un peu ça aussi. C'est genre, mais tu fais rien, tu devrais être content, t'es payé à rien faire. Non, oui, sauf qu'effectivement, quand tu te lèves le matin, que tu vas au boulot et que tu sais que tu n'auras rien à faire, c'est dur en fait, on se rend pas compte, mais c'est très démotivant en fait. Exactement. Donc j'ai vécu ça pendant plusieurs semaines et peut-être même 2 mois, je sais plus exactement, mais il y a eu des moments où vraiment pendant genre 3 semaines,
je faisais absolument rien au travail et j'étais payé, hein, mais il fallait que je prenne le bus le matin, que je fasse 1 heure de bus pour aller dans une zone industrielle moche à côté de l'aéroport, pour m'asseoir sur une chaise sur laquelle de laquelle j'allais pas bouger du tout pendant toute la journée et repartir le soir, quoi. C'est là que je me suis rendu compte, en fait, Romain, ce que tu es en train de faire, c'est pas du tout intéressant. C'était rigolo de faire toute la partie automatisation, tout ça c'était intéressant, mais tu te fais chier, tu produis rien, tu apprends rien. C'est pas comme ça que tu as envie de vivre encore pendant plusieurs mois ou plusieurs années. Donc c'est là que je commençais à faire des crises d'angoisse. La nuit, je dormais pas bien et tout ça. Et j'ai fini par me dire, bon, c'est plus possible, il faut que je m'en aille. Et en plus, j'avais découvert que j'avais un intérêt pour la programmation. Je me suis dit, en fait, c'est ça que je veux faire. Je veux pas faire des rapports de calcul. Je veux programmer des outils, je veux programmer des choses parce que ça m'intéresse. Et donc, je suis parti. Je fais ce qu'on appelle ce qui est connu comme une rupture conventionnelle. Je sais pas trop ce que les gens pensent d'une rupture conventionnelle, mais moi, en tout cas, mon expérience, c'est que ça s'est vraiment bien passé parce qu'on a vraiment discuté avec ma hiérarchie et plusieurs mois avant, en fait. Je suis pas arrivé comme ça à mon chef. Voilà, je veux partir demain absolument. Il faut que tu me fasses une rupture conventionnelle. Non, j'ai pas mis le couteau sous la gorge à mon chef. Ça a été plusieurs mois de discussion. Alors, avant même que je veuille vraiment partir, l'année d'avant, j'avais dit à mon chef, dans 1 an, je veux plus être au poste auquel je suis aujourd'hui. Je lui avais dit, ça va pour l'instant, mais dans 1 an, je me vois évoluer dans la boîte, je me vois faire autre chose, et ce serait bien qu'on réfléchisse tous les deux à ce que je pourrais faire. Et en fait, 1 an plus tard, quand j'ai commencé à faire cette crise d'angoisse, etc., et j'ai eu mon entretien annuel, je lui ai dit, bon ben voilà, ça fait 1 an, je veux changer de poste, mais le poste que je veux, il n'est pas chez vous, en fait. Est-ce qu'on peut s'arranger pour que, etc. Et mon chef, qui était une personne très attentive, très compréhensive, il a bien compris, on a discuté que j'avais plus rien à faire dans cette société. Et ça, c'était en 2014. D'accord. Alors, je sais pas si c'était effrayant pour toi, parce que c'est un petit peu l'inconnu. C'est-à-dire que là, d'un côté, c'est bien, tu sais ce que tu veux faire, tu sais ce que tu ne veux plus faire. Mais la question, c'est comment? Bah, c'était super effrayant, ouais, parce que t'as beau te dire, je fais absolument rien en ce moment parce que il me donne pas de travail et c'est pénible. Tu sais pas, moi, je suis parti pour faire un nouveau métier que je connaissais absolument pas. Je savais juste que bah voilà, j'ai appris à faire du Fortran un peu à l'arrache, mais je sais pas ce que c'est le développement classique, on va dire. Et si tant est que ça existe d'ailleurs, le développement classique, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Et justement, alors comment tu t'y es pris pour te former? Bah au début, il y a ce qu'on appelle une dépression, pas en termes négatifs, mais pendant 4 ans, j'étais à me lever tous les jours, etc. Et quand j'ai arrêté ça, quand j'ai commencé à être au chômage, au début, c'est une espèce de soufflet qui retombe, quoi. Je me suis complètement, mon corps et mon esprit se sont démobilisés complètement et j'avais une espèce de vent de liberté. Je peux faire tout ce que je veux, je peux me lever le matin à l'heure que je veux, je peux aller prendre un café à 10 heures le matin si je veux. Et j'avais cette espèce d'euphorie de je peux faire tout ce que je veux. Ce qui fait que pendant à peu près 2-3 mois, j'ai rien fait. Ouais. Enfin, rien fait, non, j'ai pas rien fait, mais j'ai rien fait de constructif. Ouais, disons que tu profites de ta nouvelle liberté et de tout le temps que tu as. Mais à un moment, il faut se dire, bon, bah, maintenant, je suis pas parti pour rien, quoi. Il faut que je construise ma nouvelle vie. Et là, en fait, je suis allé dans un espace de coworking qui est à Bordeaux, qui s'appelle le Node, qui a la particularité d'être quasiment gratuit, en fait. Il est subventionné très fortement par la mairie de Bordeaux. Et la particularité de cet espace de coworking, c'est que c'était un espace dédié au numérique, en fait, aux gens qui travaillaient dans le numérique, au sens large. Donc ça pouvait être des designers, graphistes, ça pouvait être des community managers, des développeurs, etc. Et donc j'y suis allé dans l'espoir de, bah, au moins je serai entouré de gens qui travaillent dans le secteur du numérique, peut-être qu'ils auront des choses à m'apprendre. Et là, en fait, j'ai eu de la chance parce qu'il y avait assez peu de développeurs, en fait. Il y avait peut-être une quinzaine ou vingtaine de personnes, mais il y avait que 2 développeurs, 3 développeurs. Et ces gens-là, en fait, je suis arrivé en mode, bah, voilà, je sais rien faire. Vous faites quoi? et ils étaient plutôt ouverts. C'était l'été, en fait, donc il y avait pas tellement d'activités. Ils avaient du temps. Et ils ont commencé à me montrer un petit peu comme ça. Voilà, on fait ci, on fait ça. Ça s'appelle JavaScript. Ça sert à faire des sites, ça sert à faire des animations sur Internet, etc. Et comme moi, j'avais du temps, que j'avais le chômage, donc j'avais pas spécialement besoin d'argent,
je leur ai proposé, si vous voulez, je vous aide là, je sais pas ce que vous faites, mais vous me payez pas parce que moi de toute façon j'ai pas besoin, j'ai surtout besoin d'apprendre. Mhm. Et en plus ils bossaient pas pour un client, ils bossaient sur un projet qui les amusait en fait, c'était pas un projet D'accord. payé, donc il y avait pas du tout de problème éthique à me faire bosser et pas me payer. J'ai appris comme ça, un peu sur le tas, avec un vrai projet. En fait, j'ai pas appris à faire que des tutoriaux sur Internet parce que comme ça, on n'apprend pas Ouais. très vite. Mais j'ai appris avec un vrai projet et surtout avec des vrais gens qui savaient faire. En fait, c'est super important quand tu débutes, en tout cas dans le code, d'avoir quelqu'un qui est derrière toi, quoi. À ce moment-là, juste avant de rencontrer ces personnes-là, j'ai essayé de me mettre au cours en ligne, là. Ouais, les Coursera, le site du Le zéro. site du zéro qui est Open Classroom maintenant, ouais. Open Classroom, ouais. Donc j'ai fait ces trucs-là et il y a des choses qui sont pas mal, mais il y a une limite qui est claire et qui est pas évidente dans la communication de ces sociétés. C'est que t'as pas de retour direct avec quelqu'un à qui tu peux poser une question. Mhm. Tiens, je sais pas faire ça, comment je fais? Oui, Et sur ces cours-là, il manque cet échange-là. ouais. Et moi, j'ai ressenti ça et en fait, je l'ai retrouvé sans m'en rendre compte. Quand je me suis retrouvé à discuter, à apprendre avec les personnes en physique, c'est là que je me suis dit, ah, mais en fait, le e-learning, il y a une limite au e-learning et elle pourra jamais être dépassée tant qu'on n'a pas une personne physique en face qui nous répond et pas juste par mail ou. Ouais. Et du coup, et cette période donc d'auto-apprentissage, en fait, ça a duré à peu près combien de temps Ça a duré, cette période d'apprentissage, de formation, ça a duré, enfin, dans le développement, ça dure tout le temps, en vérité. Mais là où j'ai vraiment senti que ça y est, j'étais en train de rentrer dans ce milieu et que j'avais des choses maintenant à apporter, D'accord. ça a peut-être duré 4, 5 mois, 6 mois, au bout desquels, en fait, ces gens-là, ces deux personnes que j'ai rencontrées dans l'espace de coworking, m'ont tout simplement proposé d'intégrer leur société, en fait. Ils avaient monté, Ah ouais, ouais, oui. ils avaient monté en fait ces deux personnes que je vais nommer parce que ce serait Mhm. bien de les nommer. Ils s'appellent Alex et David. Et en fait, Alex et David avaient monté une petite boîte qui faisait du web. Et ils étaient deux. Et comme moi, ça faisait 6 mois que je les aidais et que ça se passait bien à la fois techniquement et humainement, ils m'ont dit si tu veux, on t'intègre, on t'associe avec nous et comme ça, on pourra continuer à bosser, on pourra te payer, etc. Oui, comme quoi finalement, il n'y a pas forcément de recette pour trouver un job. Ah non, absolument pas. Ouais. Peut venir juste de gens que tu rencontres. En fait, c'est vrai que le réseau, moi j'ai toujours trouvé que les réseaux de dev c'était très important. T'as Ouais, toujours des opportunités, des portes qui s'ouvrent comme ça que t'avais exactement. pas imaginé en fait. Ouais, c'est super important et c'est le conseil que je donne aux gens que je rencontre et qui savent pas trop quoi faire quand ils débutent. Je leur dis surtout ne restez pas seul quoi. Ouais, C'est super important et c'est effrayant aussi, hein. Moi je suis arrivé dans ce milieu-là, j'étais le petit nouveau qui sait rien faire malgré toutes les dorures sur mon diplôme d'ingénieur. En fait, ça sert strictement à rien. Malgré tout ça, j'étais quand même le petit nouveau dont il faut s'occuper parce qu'il est nul en fait. Et j'avais ce sentiment-là de le syndrome de l'imposteur en fait. ouais. Et j'étais jamais assez content de ce que je faisais, de ce que je produisais, parce que comme j'étais en train d'apprendre, j'étais toujours là, oui, mais ça, je sais Mhm. pas faire, ça. Les gens, ils sont en train de parler d'un truc, je comprends pas la moitié des mots, je fais, qu'est-ce que je fais? Je dis que je sais pas, ou je fais semblant de savoir. J'avais toujours ce sentiment de pas être à ma place. Ouais. Et donc c'est super effrayant, mais c'est pas grave, en fait. Il faut quand même y aller, il faut quand même les rencontrer, il faut quand même discuter avec les gens qui savent. Et surtout être super honnête sur ce qu'on sait et ce qu'on sait pas, quoi. Oui, et puis c'est pas grave de dire que tu connais pas. En général, enfin, je me souviens, comme toi en fait, j'ai appris sur le tas. Et je suis allée, Hmm. j'ai eu aussi la chance de rencontrer quelqu'un qui m'a aussi introduit dans ces communautés, qui m'a formée. Et c'est vrai qu'au début, je me disais mince, oups, je comprends rien du tout. Qu'est-ce que je dis? Je vais passer pour une idiote. Et en fait, non. Les gens, ils sont contents en fait d'expliquer. Ils sont contents de partager. Et même au-delà de ça, je pense que les gens préfèrent en général, hein, c'est pas que les devs, mais en tout cas les gens avec qui je traîne, ils préfèrent qu'on leur dise je sais pas, plutôt que on leur dise 3 semaines plus tard en fait j'ai rien compris Ouais, depuis 3 semaines. oui, Donc ouais, le truc c'est vraiment d'être hyper honnête et même quitte à passer pour un nul, ce qui peut être le cas. Hein. Moi j'étais nul à un moment et c'est pas du tout un problème. Mais en fait si tu poses la question ça j'ai pas compris, c'est un pas de plus vers être moins nul. ouais. Et alors que si tu poses pas la question, tu vas probablement rester à ton état d'ignorant pendant longtemps, quoi. Donc moi, c'est un truc que je dis aussi aux gens, n'hésitez pas à avouer ce que vous savez pas en fait. Mm.
Et là, je me rends compte qu'on n'est pas exactement dans le sujet qu'on avait prévu. On est plutôt dans la Oui, reconversion. Mais mais en fait, c'est intéressant. Non. moi, je pense que c'est lié parce que tu vois, quand tu te reconvertis, tu arrives dans un nouveau monde que tu connais pas. Et donc, il y a ce syndrome de Oui. l'imposteur. Et moi, je pense que c'est important d'en parler, au contraire, parce que euh, une partie de la peur que les gens ont quand ils sont dans leur petit confort de salarié, voilà, je me fais chier dans mon boulot, mais je vais pas me plaindre parce que j'ai de Mhm. l'argent. Une des peurs qui font que les gens ne se lancent pas à partir de leur travail, c'est bah, je sais pas faire. J'aimerais bien me reconvertir dans X métier, mais je sais pas faire, donc je vais pas le faire. Donc tu parlais du syndrome de l'imposteur et en fait, à partir de quand ça t'a lâché ce syndrome? À partir du moment où tu as signé ton premier CDI, à partir de plusieurs années, je sais. Est-ce que tu l'as toujours? C'est une question compliquée parce que le syndrome de l'imposteur, déjà, j'avais pas du tout conscience que ça existait. Donc, je pense que je l'ai toujours eu, en fait, depuis très longtemps. Je pense, évidemment, ça s'atténue avec le temps, mais ça dépend vraiment des gens. En ce qui me concerne, je pense que ça a bien mis 1 an et demi, 2 ans avant de s'estomper pour moi, en tout cas. Je me sentais de plus en plus à l'aise, donc, avec mes Mhm. associés, parce que j'étais dans un milieu que je connaissais de mieux en mieux, avec des gens que je connaissais de mieux en mieux. À bout de 2 ans, je suis parti de cette société et je suis parti en freelance, donc tout seul. J'ai senti de nouveau la problématique de bah, je suis tout seul dans un milieu que je connais un petit peu, mais je connais pas du tout le Ouais. freelance et comment ça va se passer. Et pourquoi alors justement tu as décidé de quitter ton job de CDI et de passer en freelance? Ça, c'était plus une décision qui était liée à nos relations avec mes associés de l'époque qui bah on n'était plus D'accord. d'accord quoi tout simplement on n'était plus d'accord et j'ai décidé de partir et de me lancer tout seul parce que j'avais pas spécialement d'envie de retrouver un D'accord. emploi salarié parce que en fait avec mes associés on était salariés mais on était associés donc c'était pas tout à fait du salariat quoi on avait un projet ensemble etc mais en vrai on travaillait comme des freelance entre guillemets enfin on était chacun responsable de ce qu'on faisait on choisissait de venir ou de pas venir etc D'accord, donc tu avais quand même déjà une certaine liberté en fait, j'avais dans la tout à façon dont fait tu travaillais, il y avait une certaine flexibilité. exactement. En fait, depuis que j'ai quitté mon CDI en 2014, j'ai jamais retrouvé le cadre CDI en fait, même si j'avais un CDI. D'accord. Et je me demandais, je sais pas, est-ce qu'il y a des choses qui te faisaient peur? Parce que quand tu passes freelance, et une des premières questions, bon, au-delà des démarches, c'est aussi comment trouver tes premiers clients. Hmm, Tu vois, comment te ouais, vendre, enfin, quand tu es développeur, tu sais pas forcément bien te vendre, tu sais pas forcément aller démarcher. Enfin, c'est vrai. J'avais peur de ça, ouais. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que en freelance, je sais pas si les gens en sont trop au courant, mais en freelance, on n'a pas du travail tout le temps. Et ça, c'est normal. En fait, il faut être conscient qu'il va y avoir des moments où il y aura pas de travail. Ça arrive. sauf si, je sais pas si toi t'en as connu, moi j'en ai connu des freelances qui étaient un peu à temps plein sur les missions sur lesquelles je bossais, il y avait des freelances qui étaient là depuis 2 ans par exemple. Ouais, mais ça, c'est pas des freelances en fait. Ça a un nom, ça s'appelle du salariat déguisé. Ouais, ok. Mais oui, mais en tout cas ils avaient le statut de freelance. Oui, oui, oui. Mais alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui font ça, hein, ça arrive. Et d'ailleurs, j'ai vu une offre d'emploi pas plus tard qu'hier où ils cherchaient un développeur indépendant, mais sur une durée de 1 an, quoi. Ouais, voilà, c'est Donc possible. ça, c'est possible, mais c'est un peu jouer avec les règles du freelance, quoi. Mais bon, ça existe. Mais de manière générale, en tout cas, quand t'es freelance et quand tu veux garder une certaine indépendance, c'est-à-dire pas bosser pendant 2 ans pour la même Mhm. personne, il y a des périodes où t'as des trous et c'est tout à fait normal. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand t'es freelance, tu factures plus cher. Parce que Ouais, tu prends en compte le fait que tu vas pas forcément retrouver un client tout de suite juste après. Et ça fait partie des règles du jeu, en fait. oui. Et puis t'as la partie démarchage, enfin t'as tout le temps en fait à côté aussi Exactement. que tu comptes pas en fait. Que tu comptes pas et qu'il faut compter quand même, en fait. Donc, et donc oui, forcément, au début, j'étais un peu tout seul donc quand je me suis mis freelance, j'étais un peu tout seul et je savais pas trop à qui m'adresser pour trouver des missions. Et en fait, bah, sans trop le savoir, pendant les 2 années précédentes, mon arrivée en freelance, bah, j'avais constitué un réseau quand même si j'en avais pas conscience. Ouais. T'allais par exemple, je sais pas, à des meet-up, à des Bon, j'allais à conférences. des meet-up, des conférences, et en fait, sans trop m'en rendre compte, parce que moi, je suis très mauvais en relations humaines, on va dire. J'allais dire personal branding aussi. Ouais, voilà, je me vends très mal, je suis un peu timide, etc. Je pensais être nul en réseau, mais en fait, j'avais un réseau quand même. Et via ce réseau-là, bah,
en demandant à droite à gauche sur Twitter aussi. Twitter pour les développeurs et les développeuses, c'est une source d'emploi incroyable en fait. Ouais. C'est donc comme ça, tu finis par avoir une mission et puis une deuxième. Alors ce sera pas peut-être immédiatement après, mais tu finis par rencontrer des gens et ah ouais, il y a un tel qui cherche un dev sur ça, etc., etc. Et donc ça prend un peu de temps, mais ça finit par fonctionner si encore une fois on reste pas tout seul quoi. Et est-ce que tu as tenté des plateformes de type Upwork ou Malt, ce genre, enfin des plateformes en fait dédiées aux freelance ou pas du tout, t'as plutôt fonctionné sur ton réseau finalement, le bouche à oreille? Ce qui me concerne, moi, j'ai pas du tout utilisé ces plateformes-là. Je sais que ça existe. Je suis même allé donner une formation chez Malte, c'était assez rigolo. Mais non, je pense que ça marche bien. Moi, j'ai pas eu besoin de ça parce que j'ai eu la chance d'avoir un réseau à ce moment-là qui me permettait d'avoir suffisamment de travail pour pas être complètement à la rue, quoi. Donc là, c'est très personnel, c'est très mon cas en particulier, mais je pense que quand on n'a pas de réseau du tout, ça peut être un bon moyen de se lancer parce que ces plateformes-là référencent un nombre incroyable de clients qui ont besoin de développement. Et il se trouve que le monde du développement, on a de la chance. C'est un milieu qui a besoin de main d'œuvre. Et donc, si on est un tout petit peu motivé et qu'on n'est pas complètement inutile, on trouve du travail en fait assez vite. Je voulais te demander par rapport à la façon de t'organiser. Oui. Est-ce que tu travailles en remote? Est-ce que tu es en présentiel? Ça dépend. Si le client m'impose entre guillemets, parce que on est freelance, mais parfois on a des clients qui imposent des choses. Il y a des clients qui demandent, bah ouais, il faudrait que tu viennes dans nos locaux pendant 2 mois, etc. Okay. Dans ce cas-là, bah, je pourrais leur dire non, je bosse de chez moi, mais ce serait pas instaurer une relation de confiance, ce serait directement avoir le conflit avec le client, ce qui est pas forcément une bonne chose. Et moi, ça me dérange pas parce que je sais que ça va s'arrêter. Donc, quand le client le demande, je vais chez le client en présentiel et j'intègre les équipes comme si j'étais vraiment salarié, sauf que bah, au bout de 2 mois ou 3 mois, ça s'arrête. D'accord. Et du coup, si ça se passe bien, bon bah c'est cool. Si ça se passe pas bien, au moins aussi t'as une date de fin, quoi. Exactement. Donc ça c'est pour le présentiel. Après, donc j'en ai pas fait beaucoup du présentiel. Depuis 2 ans, j'ai dû en faire 4 ou 5 mois. D'accord. Après, bah, quand le client m'impose pas le lieu de travail, moi je fais un mix entre chez moi et dans les cafés. Les bars, les cafés qui sont en ville, parce que moi j'habite à Bordeaux, et donc en centre-ville il y a plein d'endroits pour travailler, mais je vais pas dans les espaces de coworking. Oui, j'allais te demander parce que je trouve qu'il y a un truc pas facile à gérer quand t'es freelance, c'est justement le temps. T'as plus de routine. En fait, quand t'es salarié, on se rend pas compte, mais c'est entre guillemets facile dans le sens où tu te poses pas la question de ce que tu fais, tu vas au boulot. Il y a pas de question en fait. Quand t'es freelance, quand t'es indépendant, il faut que tu t'organises tous les jours, éventuellement ton emploi du temps. Tu travailles pas forcément le même nombre d'heures chaque jour. Enfin, il y a toute une organisation en fait à avoir. Et je me demandais si toi, tu avais mis en place une routine ou quelque chose de particulier pour... Ouais, alors pour ce qui est de l'organisation du temps, je pense que c'est très dépendant des gens et des caractères des gens. En fait, la mauvaise méthode, c'est celle où tu te rends compte que ça marche pas, quoi. Ouais. Moi, j'ai pas de routine particulière. Quand j'ai une mission où je sais que, par exemple, un client va me demander, bah tiens, il faudrait 10 jours de boulot, il faudrait que ce soit fini avant environ telle date. Bah là, je me dis, bon, allez, on s'y met tous les jours. Quand j'ai vraiment besoin de travailler parce qu'il y a une date à tenir, je prends un rythme de salarié classique, c'est-à-dire que je commence à bosser à 9h et je m'arrête à 18-19h parce que j'ai pas envie de travailler le soir. Et je m'arrête le week-end, je choisis de pas travailler le week-end parce que j'aime bien l'idée d'avoir des week-ends. En revanche, bah, quand j'ai pas de mission ou quand j'ai des missions qui me laissent le temps pas forcément travailler tous les jours, bah il y a des jours où je décide bah tiens aujourd'hui j'ai pas envie de travailler, je vais pas travailler. Okay. Mais c'est pas j'ai pas de règles particulières si ce n'est celle que je m'impose parce que il faut que le travail soit fait en fait. Est-ce que tu as trouvé quand même des points négatifs à ce statut de freelance? Bah, ce que tu disais tout à l'heure au sujet de entre guillemets la désociabilisation, ça c'est un truc qui arrive même pas forcément quand t'es freelance, quand t'es au chômage aussi, c'est le même effet, c'est que bah tu sors un peu du rythme classique. Tu peux proposer genre j'irais bien prendre un café, un truc, un machin, sauf que bah les gens ils ont un rythme de travail normal et ils sont pas disponibles quoi, ils sont pas là. Et quand t'es freelance, t'as en général pas de collègues,
Donc t'as pas la petite blague autour d'un café ou manger avec un collègue, etc. Donc ça c'est un peu dur. C'est pas mon cas, mais si on n'est pas dans un milieu de freelance et qu'on est freelance et que tous nos amis sont salariés, je pense que ça doit être un peu dur. Un peu dur, je sais pas si ça existe des gens comme ça, mais je pense que ça doit être un peu dur pour eux. Et dans ce cas-là, il faut vraiment s'organiser à essayer d'avoir un rythme qui correspond à un rythme de salarié. Ou alors, peut-être rejoindre des communautés, aller dans des espaces de coworking, peut-être dans les cafés. Toi, tu dis que tu vas dans des cafés, c'est peut-être une façon Ouais, d'avoir des petits chats, enfin des petites discussions avec des gens. exactement, Aller à des meet-up, moi exactement, je connaissais des freelances qui effectivement, comme ils étaient assez isolés, ils allaient justement à des événements le soir pour retrouver d'autres développeurs en fait et parler et échanger. exactement. En fait, ce problème, entre guillemets, ce point négatif, bah, il est très vite réglé, quoi. Si tu fais l'effort d'aller vers les gens qui font partie d'une communauté, qui en plus c'est celle qui te fait travailler, bah, tu vas rencontrer des gens qui sont en général aussi freelance et qui ont un rythme qui est plus proche du tien. Donc tu vas te créer un réseau de gens Oui, avec qui tu vas pouvoir sociabiliser justement et sortir de cette solitude qui est latente si tu fais rien, en fait. oui. Donc c'est un point négatif, mais c'est pas un point négatif qui est difficile à gérer, donc ça va. Après, le point négatif aussi, mais qui pour moi est plutôt un point presque positif, c'est que quand t'es freelance, il faut chercher tes clients, il faut démarcher, quoi. Ça tombe pas du ciel. Et puis, ouais, et puis t'as pas de visibilité non plus aussi. Des fois, alors si t'as un contrat de 3 mois, bon OK, t'as une visibilité sur 3 mois, mais je sais pas si t'as des contrats courts, de quelques jours seulement ou, mais t'as pas de visibilité. Tu sais pas forcément ce que tu vas gagner dans 3 mois ou 4 mois. C'est un état d'esprit en fait. C'est un état d'esprit, comme je disais tout à l'heure, qu'il y a des périodes où tu n'auras pas de travail et ça fait partie du jeu, mais ça fait aussi partie des points positifs en fait, puisque tu te prends des vacances un peu quand tu veux. Ouais, et ça justement tu l'utilises, c'est-à-dire qu'au dernier moment tu choisis: «Tiens, je vais, visiter, tel pays ou je vais faire ça». Alors Tu arrives à le faire? pas tellement, c'est plus alors moi je fonctionne pas trop au dernier moment, mais je pourrais tout à fait le faire. C'est plus bah je prends des week-ends prolongés tout le temps en fait. Tu vois, c'est Ouais. tiens, je vais partir voir un copain qui lui n'est pas freelance, donc je vais y aller plutôt le week-end. Mais plutôt d'y aller le vendredi soir et de revenir le dimanche soir, bah, je vais partir le jeudi et revenir le lundi, quoi. Et comme Ouais. ça, bah, quand je serai chez mon pote et qu'il travaillera, bah, moi j'irai bosser de mon côté aussi ou même rien faire. En fait, c'est un point négatif aussi le manque de visibilité, mais quand tu comprends que ça fait partie du jeu et que tu fais l'effort d'aller chercher des clients suffisamment pour pas être en danger financièrement, en fait, Mmh. ça devient agréable de pas savoir et de se dire par défaut, je travaille pas et faisons en sorte que je remplisse les endroits où je travaille pas pour manger, vivre, etc., quoi. OK. Et j'avais une petite question aussi sur, ce changement de rythme, enfin le fait que tu puisses, t'organiser un peu comme tu veux, travailler, de chez toi, de où tu veux. Est-ce que ça t'a permis de peut-être, je sais pas, te lancer dans de nouvelles activités, de Hmm. je sais pas, de pratiquer un peu plus certaines de tes passions, tu vois? De faire des choses que tu aurais pas forcément fait en tant que salarié? Oui, tout à fait. Ce qui est incroyable quand tu es freelance, c'est que tu as du temps, beaucoup de temps. Il y a des freelances qui font beaucoup de projets personnels de type développement. Mmh. Moi, je suis plutôt du genre à quand je travaille pas, je veux faire des choses qui sont autre chose que mon travail. Et effectivement, depuis 4-5 ans, bah, j'ai beaucoup plus, je dessine, donc j'ai pris D'accord. pas mal de temps, parfois des journées entières à dessiner, alors que on est mardi, tu vois, par exemple. Je me suis mis à la danse et je danse beaucoup. Je me fais des week-ends, pareil, comme je disais, des 3-4 jours, sans poser la question à personne. Et ça me Mmh. permet d'aller faire un festival de danse à Madrid ou ailleurs. Mmh. Et puis, ma dernière question, c'est, ben, je sais pas s'il y a des gens qui ont envie de se lancer, qui osent pas forcément, sauter le pas. Est-ce que tu aurais quelque chose à leur dire? Ouais, faites-le. Moi, en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que dans mon entourage, j'ai quasiment que des gens qui se sont lancés, en fait. Enfin, par effet de domino, tu vois, on connaît quelqu'un qui l'a Ouais. fait, du coup, on se pose la question. Ça prend un peu de temps à maturer, etc. Mais je connais plein de gens qui ont tout lâché. Et même des gens qui ont fait bien pire que moi. Là, j'ai des amis qui avaient tous les deux un emploi salarié, avec 2 enfants et une maison, un crédit à payer. Et du jour au lendemain, ils en ont eu marre.
enfin du jour au lendemain, c'est pas tout à fait vrai, mais en tout cas un jour ils ont dit bon, ça fait trop longtemps qu'on est pas bien, on va quitter notre job, on va se barrer, on va vendre la maison et on verra. Et là ils sont en voyage autour du monde, bon ils ont vendu la maison, ils ont fait une plus-value, etc. Donc ils pouvaient se le permettre, mais je connais personne, même ces gens-là qui avaient des contraintes fortes des enfants, un crédit à rembourser, etc. Ils sont partis et ils regrettent absolument pas. Donc si il y a une envie forte, profonde qui est là depuis un certain temps et pas juste depuis hier, parce qu'il faut se dire qu'aussi c'est pas un choix qu'on fait. Enfin, il faut vraiment savoir où on met les pieds, quoi. Ça va être un saut dans l'inconnu. Si c'est une envie qui est là depuis longtemps, il faut le faire. Il faut même si on n'est pas sûr de ce qui va se passer, parce qu'on n'est jamais sûr de ce qui va se passer. Il faut le faire. Et je connais personne qui regrette de s'être de partie d'un contrat en CDI. Le plus grand obstacle à le fait de se lancer, c'est la peur en fait. Et la peur, c'est un problème qui sera résolu que par l'individu en question, quoi. Il y a pas personne va pouvoir nous aider à ne plus avoir peur. C'est un truc qui doit se faire intérieurement et je comprends tout à fait qu'il y ait des gens qui se lancent pas, mais il faut pas se lancer. Quand on se lance pas, il faut le faire pour des bonnes raisons. Et la peur, c'est pas une raison suffisante pour moi en fait. C'est plus le manque de motivation ou simplement qu'on sait pas du tout quoi faire et on n'est pas, voilà, c'est pas très clair, donc autant attendre un petit peu plus. Et dans ce cas-là, peut-être que dans 1 an ou 2 ou 3, il y aura des idées qui seront venues et dans ce cas-là, ça se fera. Et après, un truc aussi mais je sais pas si ça concerne tellement les gens qui vont écouter ce podcast, mais je pense pas que tout le monde soit fait pour le freelance et je pense pas que ce soit le Graal un peu à obtenir pour tout le monde. En revanche, je pense qu'on ne valorise pas assez ce genre de vie en fait, tout simplement. Il y a des gens qui sont faits pour ça, il y a des gens qui sont faits pour rester en contrat tout le temps parce que c'est des gens qui aiment bien leur confort et j'ai aucun problème avec ça. Enfin, une des questions en tout cas qu'il faut se poser quand on a envie de se lancer, c'est est-ce que ça me plairait d'être libre, de faire ce que je veux, parce que ce que tu disais aussi tout à l'heure, c'est quand on est complètement libre, parce que c'est un peu la définition du freelance, bah il y a des moments où on se pose la question, bon, je fais quoi maintenant? Il y a personne qui nous dit fais ça. Et il y a des gens qui sont incapables de gérer une situation pareille. Donc ces gens-là, et c'est tout à fait, je critique absolument pas, c'est juste si on n'est pas capable de prendre des initiatives sur le travail qu'on veut faire, on n'est peut-être pas fait pour être freelance dans ce cas-là. Oui, et puis il y a toute la partie aussi accepter qu'on va pas forcément travailler en continu, accepter qu'il y aura des moments de creux, accepter qu'il va falloir peut-être aller chercher des clients, voilà, il y a pas mal de compromis quand même aussi à faire. Effectivement, je pense que ça correspond pas forcément à tout le monde, hein. Ça peut être de vrais challenges. Enfin, c'est pas forcément un truc qu'on sait d'avance, hein, qu'on est fait pour le freelance, mais ce que je veux dire, c'est que même si on le sait pas forcément, et qu'on se dit peut-être ça m'irait bien et qu'on se lance, ce sera jamais une erreur parce que même si on essaye de partir en freelance, de lancer un projet et que ça marche pas parce que on ne trouve pas de clients ou parce qu'on se rend compte que c'est pas une vie pour nous, sur un CV, je pense pas que d'avoir tenté un projet pendant 1 an ou 2 ans en tant que freelance, ce soit une mauvaise expérience, quoi. Donc ces gens-là qui trouvent que ça leur correspond pas, bah il y a aucun problème, je pense, à retrouver du travail. Ainsi se termine cette rencontre avec Romain. Encore merci à lui d'avoir partagé son expérience. J'espère que son parcours vous aura inspiré. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à venir en discuter sur notre blog.humancoders.com et puis à nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter et LinkedIn. Je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode.